Bonjour chers téléspectateurs, c'est selon, on peut vous dire également bonsoir et bienvenue à ce numéro de Point de Vue. L'invité de Point de Vue d'aujourd'hui est une éminente personnalité, un invité de marque, va-t-on dire, un homme de culture, un homme de tradition également, puisque roi, c'est aussi un homme politique, puisqu'il officie au sein de l'hémicycle sous la bannière de l'ADF RDA. Vous l'avez peut-être déjà deviné. Il s'agit du roi du Goulmou, le Koupiendiri, comme on l'appelle. Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui nous déroule le tapis rouge chez lui. Et Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir pour moi-même. Et avec Sa Majesté, eh bien, on va parler tradition, culture, chefferie et tout ça. C'est l'autre phase qui va peut-être concerner la politique quand on ira à l'hémicycle, puisqu'il faut situer les choses dans leur contexte. Et donc, tout de suite, ce qui vient à l'esprit, Sa Majesté, c'est que signifie Koupiendiri? C'est un nom qui m'a été proposé, entre autres, j'ai choisi ce nom parce que sa signification me plaisait. Ça veut dire une maison en argent. Une maison en argent veut dire que c'est chose rare, et ce qui dit rare veut dire que ça force l'admiration. Donc je voulais être celui qui allait forcer l'admiration du règne dont je venais de prendre les rênes. Alors, il y a aussi une autre signification. C'est une case appelée à recevoir tout le monde, tous les fils de Goulmou, parce que vous vous souviendrez que pour arriver à la date du 20 décembre 2002, il a fallu des tractations, des négociations entre les princes qui avaient plusieurs points de vue. Et bon, ça c'est une autre histoire que je raconterai peut-être plus tard. Alors dites-nous, Sa Majesté, de 2002 à 2014, 12 ans, est-ce que par rapport aux convictions qui vous ont amené à demander cette appellation du Koupiendiri, est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous remplissez bien ces aspirations, vous êtes... Je crois qu'il faut que je sois honnête jusqu'au bout. Je suis déçu par ce que j'ai vécu depuis 11 ans et 1 mois aujourd'hui. Dans la mesure où je pensais que la cour royale était un réceptacle de bonnes idées, un réceptacle de bonnes décisions à prendre. J'étais et je suis à l'heure actuelle sur ma faim, parce que je ne suis pas celui qui doit officier dans tous les domaines, qui doit tout régler. Il faut que je sois aidé par la cour, et vraiment j'ai hérité de peu de choses dans ce domaine pour être fier de ce qui se passe actuellement au niveau de la cour. Nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais on connaît votre implication dans l'organisation de la fête de l'indépendance en 2008 à Fada. Et on sait aussi que vous n'avez pas la tâche facile au niveau donc de la gestion de la cité, pour ce qui concerne votre rôle, qui est ce rôle de tradition. Oui. Vous avez l'impression d'être combattu? Ce n'est pas une impression, je le suis. Et c'est un peu pour ça que j'ai dû, après l'annonce que j'ai faite à mon intronisation, de ne plus officier en politique
j'ai dû revenir sur ma parole et m'engager au niveau de l'ADF RDA. Et jusqu'ici, j'ai subi les assauts de certains loups, de certains prédateurs, disons, qui voient en moi un mal peu nécessaire et qu'il faut combattre. Je donnerai pour exemple récent le projet de nomination du chef de Namono dans la Tapua. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui agite l'administration autour de ce dossier pour que, à l'heure qu'il est, aujourd'hui même, on les a convoqués à Diapaga, on ne sait pas pour dire quoi, dans un dossier qui ne regarde même pas le roi du Goulmou, puisque le chef de Namono, la chefferie de Namono est une chefferie autonome. Le chef est donc nommé par un collège local et une fois que le chef est nommé, lui et moi, nous ne devons plus nous voir. Donc, nous ne devons pas voir quelqu'un, je ne suis pas en mesure de le nommer. Mais l'administration trouve le moyen de mêler ses sbires dans ce dossier, tout juste pour faire du mal. Mais il faut mal à qui? Il faut mal à notre tradition. Et cela, je le déplore. Oui, on sent que vous en avez gros sur le cœur par rapport à toutes ces choses. Est-ce que vous pointez un doigt accusateur sur la façon dont les chefs cantons, par exemple, mènent leur gestion de la cité dans la tradition? Les chefs de canton eux-mêmes, une fois nommés par moi, ils ont toute liberté pour exercer dans la mesure où ils savent où s'arrête leur fonction et où commence la mienne. Et sur ce plan, il n'y a pas d'interférence. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est avant même leur nomination qu'on les menace, on les mène de tous bords avec en gros aussi une grosse carotte pour attirer l'intéressé. Qu'il soit politicien ou pas, cela n'est pas mon problème, mais une fois intronisés, ils doivent savoir que la coutume gourmanchée s'applique et qu'ils doivent se soumettre, tout comme moi-même je m'y soumets. Vous dites peut-être aujourd'hui, que diable suis-je venu faire dans cette galère, même si cela a été une obligation? Oui, je le dis, mais je peux dire aussi que d'un autre côté, j'encaisse les fruits positifs de mon insistance à faire ce que je dois faire, à tel point que certains baissent les bras et se disent, mais ce monsieur-là, on n'avait pas su qu'il était comme ça. Bon. Et je vous donnerai même l'exemple des princes. Lorsque j'ai été nommé et intronisé, certaines familles princières ont refusé de venir se prosterner pour mon intronisation. Bon, cette rébellion a été de courte durée, même si pour certains, il a fallu attendre jusqu'en 2009 pour que ça se réalise. Donc 7 ans après. Mais ça ne m'a pas empêché de dormir, ça ne m'a pas empêché de gérer ce que je devais gérer en fonction de la situation qui se vivait dans mon royaume. Voilà. On dit que vous avez un franc-parler, on dit que vous êtes direct, on dit que vous êtes parfois, excusez Sa Majesté, impulsif. Est-ce que vous pensez que c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette façon difficile de mener le navire? Bon, tout ce que vous avez dit c'est bon, sauf le dernier mot, impulsif. Je ne suis pas impulsif, je suis très réservé par rapport à ceux qui croient qu'ils ont
la maîtrise du monde à leurs pieds, à ce moment, on ne peut pas avoir le même chemin pour raisonner. Et à ce moment, on me catalogue, bon, chacun sa vision. Voilà. Dites-nous, au soir du 20 décembre 2002, vous avez été intronisé. Quel a été le sentiment tout de suite du nouveau chef? Est-ce que vous vous êtes dit, ce poids que j'ai sur la tête désormais risque de m'emporter? Ou bien vous vous êtes dit, peut-être, c'est une responsabilité, j'assume, parce que c'est la tradition qui le met ici? Ben, avant même le soir du 20 décembre, dans la mesure où il y a eu une semaine introductive qui a précédé cette sortie, j'ai eu le temps de réfléchir quotidiennement sur ce qui était ma future mission, sur ce qui serait mes obligations, sur ce que les uns et les autres auraient de bon ou de mauvais vis-à-vis de moi. J'en avais une idée, mais à partir du moment où j'ai été admis à cette fonction et en attendant ma sortie, je devais me forger une culture de la patience, de la tolérance, de la paix même, dirais-je, pour que rien ne me perturbe lorsque j'aurai commencé à assumer mes fonctions. Donc, c'est édifiant, mais vu de l'extérieur, quelqu'un ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été fonctionnaire plus ou moins international accepte d'aller dans une case, se réfugie là-dedans pour officier la gestion de son pouvoir. Bon, ça peut paraître bizarre à certains, mais ceux qui l'ont fait avant moi n'en sont pas morts, pourquoi moi je le serai. Donc je suis heureux et fier d'être ce que je suis, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Sa Majesté, il y a eu 2 tranches. Après donc le 20 décembre 2002, vous avez annoncé votre retraite de la politique pour être neutre. Et ensuite, en 2006, vous êtes revenu, même si c'est sous une autre bannière politique. Alors, 2 tranches. Entre le roi neutre et celui qui aujourd'hui porte une casquette politique, lequel des 2 moments a paru beaucoup plus difficile? C'est le premier moment qui m'a paru le plus difficile, parce que à tout moment, on me marchait sur les orteils, sur les doigts, et peut-être même sur la tête. Et je n'ai pas toléré que des sujets, faut dire le mot. Je ne dirais pas des vassaux parce qu'on n'est plus à cette hiérarchisation, mais des sujets s'en prennent à moi comme s'ils s'en prenaient à leurs camarades d'école avec lesquels ils ont joué au football avec un ballon en chiffon. C'est pas du tout mon genre, j'ai pas toléré et je l'ai fait savoir à qui de droit. Et à partir de ce moment, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mon choix. Peut-être est-il mauvais, mais j'estime que c'est le bon choix parce que pour l'époque, je n'avais pas d'autre alternative. Sa Majesté, vous êtes aujourd'hui impliqué dans l'enseignement des jeunes. J'en veux pour preuve le 14 février 2010, où vous avez à l'occasion fêté vos 75 ans, et vous l'avez même rendu officielle, cette célébration, sous le thème jeunesse à l'écoute des anciens. Oui. Est-ce que c'est au regard du précédent, si je peux m'exprimer ainsi, que vous êtes dit, il est temps peut-être de ne pas permettre à la jeunesse de ressembler un peu à une certaine catégorie de gens, mais de prendre ses responsabilités et surtout de ne pas copier
avez-vous dit à l'époque les traditions des autres? Bon, la jeunesse à l'écoute des anciens, c'est un slogan qui peut être multiplié par 1 milliard sur l'ensemble de la planète, dans la mesure où si les jeunes n'écoutent pas ceux qui les ont devancés, ben, les choses n'iront pas bien. Et en cela, quand je réfléchis à la fonction royale, je me dis, il faut que je me réfère à ceux qui nous ont précédés, qui ont régné sur ce pays, pour aller dans le bon sens. Et ce bon sens, c'est celui que je cultive avec les jeunes. Et j'ouvre une parenthèse. Avant 2010, j'organisais des tournois de Maracana en football avec ma participation annuelle à l'OSEP. Et bon, ça c'était donc bien avant 2007. Et on a cru que c'était une stratégie de politisation de ma fonction. J'ai donc levé le pied sur la pédale d'accélérateur. Et ce n'est qu'en 2009-2010 que j'ai repris le flambeau des idéaux que je prêchais avant de me relancer en politique. Mais même relancer en politique, je ne faisais pas ça dans un but politique. Dans la mesure où j'étais déjà député, je ne cherchais pas une promotion supplémentaire, donc je le faisais par conviction, parce que je sais que nos jeunes ont et auront toujours besoin de nos conseils, de nos exemples pour s'inspirer et aller de l'avant. Alors, en 2015, vous aurez 80 ans. Nous vous en souhaitons longévité d'ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, vous dites il faut encore que officiellement on apporte quelque chose à ces jeunes-là, une jeunesse surtout influencée par tout ce qu'on voit, que ce soit par les médias interposés ou les réseaux sociaux, et surtout que vous avez lancé cette phrase, ne copiez pas n'importe quoi et n'importe comment la culture et la tradition des autres. 2015 sera 2015, je continuerai sur cette même lancée et puis on verra si après 2015 il faudra changer de slogan, mais changer de slogan aussi ça ne conduit à rien, il faut rester sur la même. Tout à fait, rester soi-même. Voilà. Sa Majesté, nous allons parler de Fada Gourma, votre région, à présent, et vous demander qu'est-ce qu'elle devient, la ville de Fada, après l'organisation de la fête de l'indépendance en décembre 2008. 2007, pardon. Est-ce que Fada est aujourd'hui une ville moderne? Là, une ville moderne, ce serait prétentieux de ma part. Il faudrait poser cette question plutôt au maire. Parce que nous avons eu 2 maires qui se sont succédés. Chacun d'eux a bombé la poitrine. Et c'est quand vous viendrez à Fada que, même sans mon autorisation, vous pourrez poser cette question au maire qui vous donnera son appréciation de ce qu'est devenu sa ville. Même si c'est la mienne, puisque je respire l'air de Fada tous les jours, sauf quand je suis à Ouagadougou ou ailleurs. Mais, vous allez trouver cela redondant, mais je vais insister. Est-ce qu'on trouve tout à Fada aujourd'hui? Tout. Qu'est-ce que vous appelez tout? Aujourd'hui, à Ouagadougou, quand on a besoin d'aller en pharmacie, on sait que par rapport à certains besoins, on sait où aller. On sait que pour les besoins de loisirs, on peut avoir des adresses sans quitter la ville. Je vais parler comme ça, notamment pour les jeunes, et surtout pour les cas d'urgence, les maladies et autres, pour parler d'hôpitaux. Et voilà. Bon,
vu sous cet angle, on peut dire qu'on trouve tout, mais pas à 100%. Et même à Ouagadougou, ici, nous sommes actuellement en train de chercher un médicament pour soigner des maux de ventre. L'ordonnance a été faite. Nous avons fait 4 ou 5 pharmacies. Jusqu'ici, on n'a pas eu le produit. Donc, à Fada, ce serait pire. Bon, on ne trouve pas de tout, mais l'essentiel est à disposition de tout le monde. Si vous ne trouvez pas à Fada, ils peuvent se référer à Ouagadougou et avoir une chance peut-être de s'en sortir. Quand même, quand on regarde Fada, ce n'est pas les richesses naturelles qui manquent. On sait que dans la région, la faune, elle seule contribue pour environ 1 milliard de francs CFA de revenus par saison de chasse au plan national. Et si bien qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour que la région ne décolle véritablement pas? Est-ce que ce sont les ressources humaines qui ne sont pas à la hauteur? Et après, surtout, le passage de ce que j'appellerais la caravane de l'indépendance, on devrait être en mesure aujourd'hui quand même de bomber la poitrine en tant que ressortissant de Fada pour dire que voilà, on a franchi le palier. Je ne serai pas de cet optimisme-là, parce qu'à Fada Ngourma, si vous cherchez du poisson tous les jours, vous n'en trouverez pas tous les jours. Il y a des jours où il y en aura, alors que Kompienga, vous voyez les véhicules qui passent, destination Ouagadougou, et ça ne suffit même pas aux gens de Ouagadougou. Donc les gens n'ont pas intérêt même à s'arrêter à Fada pour nous fournir quoi que ce soit. Bon, je vous dirais aussi que nous sommes aujourd'hui en février. La chasse a été ouverte le 1er décembre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu ou eu entre les mains de la viande sauvage. Ni lièvre, ni pintade, ni coba, ni quoi que ce soit. C'est aberrant. Si je le dis, on va dire, il dit ça pour... Mais ce n'est pas pour enorgueillir Fada, c'est le contraire. Donc, on ne peut pas partir d'un principe. Fada a toutes les potentialités pour croire que Fada jouit de toutes ces potentialités-là. Cela n'est pas vrai. Mais il y a aussi que l'artisanat et l'industrie sont, on va dire, les pôles les moins attractifs avant justement le passage de l'organisation de la fête de l'indépendance au niveau de Fada. Qu'est-ce qui fait que ces domaines-là tardent à devenir aujourd'hui porteurs? Parce qu'on connaît le rôle de l'artisanat et surtout le miroir que cela reflète sur le plan africain et extérieur par rapport à ce que le Burkina fait comme activité. Bon, on ne peut pas souhaiter meilleur avenir à un pays ou à une localité que de disposer d'industrie. Malheureusement, vous savez, l'électrification de Fada a été très lente et c'est après 1000 tractations que le courant électrique est revenu à Fada en passant par Koupela, Zorgo, Fada, Zignaré et autres, avant de revenir à Fada. Alors que nous sommes à 148 km du pôle de production d'électricité, bon, peut-être que le chemin inverse aurait été plus logique. Malheureusement, bon, les analystes, les politiciens, les économistes du moment ont préféré enjamber, non pas Fada, mais passer par Tenkodgo, etc., et pour venir à Ouagadougou. Et ce n'est que depuis peut-être 5 ans que nous avons la Sonapel via Kompienga. Bon, c'est toujours du courant électrique, mais nous avons eu à souffrir de plusieurs, enfin pas de délestage, mais des absences de courant à cause de ce phénomène. Pendant que les autres jouissaient des fruits de l'électricité qui provenait de chez nous, nous on était dans le noir. Bon.
à tout, je sais pas, à tout mal un remède. Le remède est en cours. Bon, nous ne pouvons que nous en réjouir pour le moment. Sa Majesté, vous en doutez quand on est à côté de vous, forcément des questions d'ordre traditionnel tournent dans la tête. Et j'en ai une comme ça qui me vient dans la tête. J'ai vu quelque part écrit que selon la tradition, le roi de Goulmou ne doit jamais prendre la direction de l'Est s'il tient à vivre. À quoi rime cela? Vraiment. J'ai posé la question à ceux qui nous ont devancés. Bon, il semble que, à l'occasion de 2 voyages différents de 2 rois de Goulmou, il y a eu des incidents graves qui se seraient produits à Niamey. Donc, pour éviter un 3e incident grave, on a édicté cette loi. Mais bon, vous savez, on prend ça comme on peut. Mais moi, je l'applique parce que même quand je voyage, j'allais vous poser la question. Je ne passe pas par Niamey. Mes vols sont directs Ouaga Fada et Ouaga Fada. On espère que ça vienne un jour, quoi, Ouaga Fada. Oui, Ouaga Fada, c'est toujours direct. Non, pas un vol d'avion, par exemple. C'est Ouaga, Paris, Ouaga. Et en parenthèse, une fois, je suis passé involontairement par Niamey. C'était un vendredi. Quand je suis venu à Ouaga, le lendemain, je suis allé à Fada. Et 2 jours après, il y a eu un incident très grave que j'ai lié à cette situation-là. Il faut nous en parler, ça nous intéresse. Vous faites allusion à l'accident d'avion? Oui. Je suis venu la veille de l'organisation de la fête de l'indépendance. Et là, bon, je n'ai pas vérifié l'itinéraire retour, mais j'étais tellement pressé de revenir que j'ai embarqué sur l'avion du vendredi qui faisait escale à Niamey et qui a continué à Ouagadougou. Est-ce qu'avant qu'on vous annonce l'accident, est-ce que vous avez eu le pressentiment que quelque chose que malheur allait arriver? Vous avez eu? Non, je n'ai pas eu ce pressentiment dans la mesure où, quand je suis arrivé à Fada, j'ai même fait un sacrifice officiel pour que les festivités se passent dans la quiétude. Bon, sacrifice pour sacrifice, nous en sommes à ce qu'on a constaté. Maintenant, tout le monde veut mettre sur mon dos la responsabilité de cet accident en disant, mais vous avez fait des sacrifices, pourquoi c'est... J'ai sollicité quelque chose auprès des ancêtres pour qu'eux transmettent à qui de droit cette doléance. Mais si ça n'a pas été accepté, c'est tout. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Voilà. Vous avez le sentiment que les ancêtres n'ont pas, enfin, agréé Non, je n'ai pas eu ce sentiment parce que les musulmans, les catholiques, les protestants, tous étaient invités à faire des prières dans ce sens pour que tout se passe bien. Bon, moi aussi j'ai fait de mon côté ce que je devais faire. Le résultat a été négatif. Le tort est sur tout le monde, pas sur moi seul. Sa Majesté, peut-être que c'était pire, peut-être que ce rituel a peut-être limité les dégâts. Oui, c'est ce que je me suis dit pour me consoler. Mais je ne peux pas aller clamer ça où que ce soit. Donc c'est aujourd'hui que j'en parle, c'est la première fois que ça sera connu de la population, enfin de ceux qui m'entendront, mais c'est comme ça. On a l'impression que c'est un poids sur lui. Oui, c'est un poids dans la mesure où une des personnes responsables de l'événement du 11 décembre était très proche de moi pour un projet que j'avais
le projet de musée des civilisations de Gourmand. Donc depuis ça, on n'a pas eu le moindre contact et j'en suis vraiment désolé et frustré. Voilà. Est-ce que ça vous amène peut-être à vous demander pourquoi il y a des fois où on pense que c'est simplement des faits d'histoire et que quand on franchit le pas où on vous interdit, vous touchez à des choses qui sont sensibles pour rester toujours dans la tradition? Non. Vous savez, la tradition aussi a ses contours limités. Bon, quand on parle de, comment on appelle ça, du baobab sacré de Fada, c'est une rumeur, un mythe qui n'a jamais eu le moindre fondement, ni historique, ni sociologique. Mais c'est comme ça, le baobab sacré de Fada, ça n'existe pas. Et je le répète à qui veut l'entendre. Sa Majesté, on sait que Fada en langue Hausa, c'est ce qu'on a appris, désigne le hangar construit devant la concession du chef. Et en Fulfulde, il désigne le village. C'est bien cela? La communauté. La communauté. Alors, on ne parle pas de la langue Gourmachema, on parle plutôt des langues étrangères à côté. Fada est arrivé et puis bon, la langue Gourmachema est venue juste après. Comment ça s'est passé? Ça, c'est autre chose. Non, le mot Fada vient du Niger. Fada Gourma veut dire la communauté qui se trouve à gauche. Donc à gauche de quoi? À gauche du fleuve Niger. La preuve, c'est que quand vous arrivez à comme 10 km de Fada, si vous parlez Gourmachema, tout le monde vous comprend. Ils étaient tous implantés de ce côté du fleuve. Maintenant, d'où nous venons, ça c'est une question qui se pose, qui intrigue les historiens, qui inquiète les coutumiers que nous sommes, parce que dire que nous venons du Tchad, dire que nous venons comment ça s'appelle ça, de Gambaga, dire que nous venons d'Égypte, tout ça c'est des théories qui n'ont pas de fondement réel. Bon, il faudrait qu'on s'y mette, que les responsables s'y mettent, et quand je dis responsables, c'est les historiens, qu'ils fouillent dans les entrailles des dossiers qui sont gérés par la France ou je ne sais quel pays, pour retrouver trace de ce que c'est cette civilisation qui est venue se mettre à Fada Gourma et dont on n'a pas la mesure réelle. Il faudrait que cette mesure-là soit certifiée par les historiens. Oui, pour restituer l'histoire. Absolument, ah oui. Oui. Et quand votre petit-fils vous approche et vous dit, papy, d'où nous venons, vous êtes chef coutumier, vous vous sentez tout de suite... je ne peux pas lui expliquer, parce que si je dis on vient d'Égypte, il ne saura pas ce que c'est que l'Égypte non plus. Donc, c'est tout un contexte. Si on dit que le sable est d'origine égyptienne. Oui, même si on le dit. Et vous êtes aussi ancré dans... Ben oui. Voilà. On ne peut pas affirmer à 100% que le Gourmaché a inventé le sable. C'est venu d'ailleurs. La preuve, c'est que c'est allé même plus loin. Il y a d'autres peuplades du Mali et autres qui ont le sable pour moyen d'expression. Donc, qui a raison sur l'autre, on ne le saura peut-être jamais. Ça m'amène à toucher, je n'amène pas mes doigts sur le sable, mais à vous demander, est-ce que réellement, Sa Majesté, il vous arrive de taper dans le sable et voir des choses en prévision? Non, je ne dis pas moi, oui, enfin,
moi, je ne peux pas le faire en tant que, en tant que roi. Vous êtes initié quand même. Non, pas du tout. Alors. Je ne connais aucun signe. Je ne sais pas ce que veulent dire les équations qu'il pose. Je sais seulement que c'est une science mathématique. Et j'ai un neveu, malheureusement décédé, qui a fait une étude très profonde sur la géomancie. Et il était aux États-Unis. Il a établi que ça venait de l'Égypte. Bon, maintenant, qui va aller en Égypte interroger qui pour savoir quoi? Voilà. Donc on est dans l'incertitude totale de cette science-là. C'est dans le même contexte que Diapara, par exemple, appelé village des célibataires. Je crois que j'ai lu ça aussi quelque part. Alors, l'histoire ne renseigne pas, ou plutôt ne donne pas toute l'histoire sur pourquoi cette appellation. Vous avez... Bon, j'aurais pu vous mettre en relation avec celui qui peut vous donner une explication plus plausible de cette appellation. Bon, il semble que c'est un village dans lequel il y avait plusieurs célibataires et c'est ce qui a donné le nom Diapara. Qui veut dire quoi? Qui veut dire célibataire. Célibataire. Oui. Tout à fait. Bon, maintenant, se sont-ils mariés et à qui? Je ne sais pas. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pointillés. Il va falloir aussi que les historiens s'activent. Justement, est-ce que vous qui êtes gardien de la tradition, parce que vous avez une responsabilité historique et tout, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que sur certains points, on manque d'informations? Surtout que vous, aujourd'hui, vous érigez un éducateur pour le... Je l'ai fait à Fadangoma à plusieurs reprises au niveau des responsables de l'éducation nationale. J'ai dit, je souhaiterais que des professeurs d'histoire se rassemblent un jour, au nombre de 6 ou 8, je ne sais pas, pour décortiquer ce qu'ils savent du passé du Goulbou, pour avoir une version cohérente et uniforme. Parce que dans certains livres, je ne sais pas qu'est-ce qui est dit actuellement, on dit que les trois ou 4 rois se sont rencontrés en venant du Ghana. Ils se sont séparés à 30 ou 40 km de Tenkotogo, etc. Bon. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand on regarde les livres, on dit que l'Empire Mossi date du XIe siècle. On dit que le royaume Gourmanché commence au XIIe ou XIIIe siècle. Bon. Des frères qui ont un siècle d'écart dans leur vie, c'est pas logique. Oui. Logique, c'est ce que raconte l'histoire sur Yandabli avec son cheval sur le Baba. Les traces aujourd'hui... Bon, ça c'était de la légende purement fonctionnelle, c'est tout. C'est ce fameux baobab sacré. On ne peut pas imaginer qu'un animal monte sur un arbre. Bon, cela fait combien? 350 ou 400 ans. 400 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est inimaginable d'abord? Pour l'arbre d'abord? Pour l'arbre d'abord. Parce que s'il vit depuis 400 ans et qu'il est dans l'état où il se trouve, c'est pas possible. Pas possible. Voilà. Son Majesté, on vous sent plus scientifique. Vous avez des phrases avec des intonations. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Pourtant, l'histoire, elle est bien belle quand on la raconte sous forme de légende et tout. Est-ce que vous saurez endormir le petit garçon qui vient à côté de vous? Ou s'il faut que je l'endorme avec des mensonges, Oui. je ne suis pas d'accord. Parce qu'il va grandir avec cette idée et la communiquer après lui-même. Oui. Et c'est pas bon.
Alors, je vais lever le voile sur un aspect aussi important, à savoir la parenté à plaisanterie. Aujourd'hui, la société burkinabé vit bien grâce à cette force sociale. Et je voudrais que vous, qui êtes une personnalité respectée, on sait la plupart du temps comment ces choses arrivent. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à vous taquiner et à quel niveau? Au niveau de la parenté à plaisanterie, parce que là aussi, il y a des choses qu'il faut donner en explication. Bon. Les gens ont tendance à aller très loin. Et vous, une anecdote peut-être pour nous expliquer jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller? Bon, je vais faire plusieurs classifications. Les Yadse ont trop bien compris leur rôle ou leur importance dans ce phénomène et ils peuvent me taquiner. Ils le font volontiers, sans aucun complexe. Alors qu'il y a d'autres ethnies qui ont des relations de parenté à plaisanterie, mais qui ne le font pas à partir d'un certain moment. Ce n'est que quand ils se rencontrent, disons vraiment à la légère, que la parenté s'exerce. Bon, j'ai entendu dire qu'à l'occasion de l'enterrement de Monseigneur avocat ici, il y a eu des gens qui sont entrés dans sa tombe et qui ont exigé qu'on fasse telle et telle donation. Parce qu'on a été témoin de lui. Bon, je n'ai pas été témoin, on me l'a raconté. Bon, vraiment c'est aller un peu loin dans la chose. Je crois que la parenté s'exerce au niveau de ceux qui se côtoient, qui se fréquentent, mais pas quand il y en a un qui est mort, l'autre qu'il marche sur les plates-bandes du défunt. Bon, ça s'admet, mais je ne serais pas chaud pour que cette façon de voir se perpétue à Fada. Même quand les Mossi, au décès du président Lamizana, disent voilà, le président de tous ceux qui se reposent ici, c'est choquant tout ça? C'est choquant, oui. Maintenant, il faut savoir raison garder. Absolument, ça. C'est un pas à ne pas franchir. Et oui. Vous, on vous a déjà touché dans votre intimité ou je ne sais pas quelque chose à travers ça? Ou bien parce que justement vous avez cette casquette, vous avez ce bonnet, les gens font plutôt attention, ou bien je ne sais pas comment est-ce que vous définissez ça? Non, ils ne font pas plus attention qu'un autre. Si vous voulez, je vais appeler quelqu'un et vous l'entendrez en direct ce qu'il va dire. Bon, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Ah ouais. Sa Majesté, on va terminer avec l'autre fenêtre concernant votre vie à vous. Je n'ose pas parler de vie privée, je vais plutôt dire votre vie dans votre famille. Est-ce que c'est pas s'enfermer, le fait de porter le bonnet de roi, parce que vous n'êtes pas libre de ne pas tout faire? On a l'impression que vous savez consacrer pratiquement tout votre temps en dehors de l'hémicycle à la famille, parce que vous ne pouvez pas aller partout. Oui, je ne peux pas aller partout. Ce n'est pas parce que je suis roi seulement. Même dans la vie civile, il faut savoir où mettre les pieds. Mais avec la fonction de roi, bon, il m'est interdit même d'aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Il m'est interdit d'entrer dans un marché. Bon, etc. Ce sont des couloirs de vie qu'on m'impose. C'est comme ça depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi ça va changer avec moi. Mais c'est contraignant. Bon, je ne peux pas sortir le soir. Sauf si je suis accompagné. Et si je vais chez un ami, je ne vais pas chez lui, je vais à la porte de sa concession, je le fais appeler en cause et puis je repars. Bon, c'est des limitations qui ont peut-être beaucoup
de sens, ou qui avait beaucoup de sens à un moment donné. Bon, mais je ne sais pas si ça ne va pas changer. Voilà. Il y a une partie de vous qui ne vit peut-être pas la liberté quand on compare l'homme d'avant 2002 à celui de maintenant. Oui, une partie a changé. Nécessairement. Par exemple, si je veux aller à la chasse, depuis longtemps même, ça m'était interdit. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Bon. On a envie de savoir quel est votre loisir finalement. Mon La loisir, télé? mon loisir, c'était la télé, mais j'ai des problèmes de vision et la télé n'est plus ma tasse de thé. Ben voilà. Est-ce qu'en retour, vous recevez beaucoup dans votre palais ou dans votre maison tout court les visites? Je reçois les visites, mais c'est surtout des problèmes qu'on vient m'exposer. Personne ne vient pour causer puis repartir. C'est pour dire, voilà, il y a eu tel événement, on a fait ceci, on pense que tu dois nous... Donc je résous les problèmes des autres en étant chez moi, en ignorant même quel est le contexte réel de c'est pas aussi le rôle du roi. Voilà. C'est le rôle du roi, mais le vrai contexte, il l'ignore. Voilà. Comment ça se passe en famille le tempérament du roi Bon, il y en a qui supportent son tempérament, d'autres qui trouvent qu'il n'est pas généreux, d'autres qui trouvent autre chose. Bon, c'est chacun sa version. On a entendu dire aussi que Sa Majesté Koutiandeli ne ricane pas, il ne rigole pas, il a peut-être un sourire. Bon. Ça c'est juste le caractère de l'homme. Le caractère de l'homme, parce qu'il ne veut pas s'exhiber aux yeux de tout le monde. Il ne peut même pas le faire, il ne doit pas le faire. Même sans être roi, tout individu doit savoir se mettre à sa place et ne pas briguer une renommée qu'il ne mérite pas. Donc c'est ça ma philosophie. Bon, c'est peut-être bon pour moi, et ça ne convient pas à tout le monde. Ça regarde les autres. On est aussi surpris que la jeunesse ne fréquente pas à tout moment le roi du Goulmou. Vous êtes un homme plein de sagesse, vous êtes un homme référence, on va dire. Est-ce que c'est le fait justement de présenter enfin, ce bonnet de roi qui bloque un peu, qui freine? Ça bloque énormément, parce que même des proches parents ont tendance à freiner leurs pas quand il s'agit de venir chez moi. Mon portail est ouvert 24 heures sur 24, mais beaucoup hésitent, à tel point que certains éléments démobilisateurs prétendent qu'il faut prendre rendez-vous avec moi avant de venir chez moi. Cela est totalement faux. Tous les visiteurs qui viennent, je leur répète la même chanson. Le portail est ouvert, vous êtes considéré comme étant de la maison. Il n'y a que un certain nombre de restrictions. Il ne faut pas venir à 22h55 pour dire que vous venez pour voir le roi. Il a son intimité aussi. Donc il y a ces barrages-là. Sinon, il n'y a aucun rendez-vous préalable. Tant que je suis là, disponible, on peut venir me voir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez à la jeunesse, Sa Majesté? La jeunesse est très hésitante. Elle hésite parce que justement elle n'a pas connu les soubresauts qui doivent les animer et leur donner la possibilité de réfléchir sur la suite à donner à telle ou telle situation.
les jeunes sont encore méfiants de leur propre existence, a fortiori aller taquiner celle de quelqu'un d'autre. Et cela n'est pas bon pour l'avenir, parce qu'il faut qu'on puisse bomber le torse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voir plus loin qu'aujourd'hui, demain. Voilà. Certaines valeurs sont en perdition. Aujourd'hui, si l'occasion vous était donnée, qu'est-ce que sur quel aspect fondamentalement vous allez miser? Non, la semaine dernière, j'ai reçu ici une délégation d'étudiants et d'élèves gourmanchais. Ils étaient 15, ils sont venus pour me saluer. Personne ne savait comment on salue le roi. Bon, si vous n'avez pas la clé qui vous permet de tisser le lien avec celui que vous allez voir, bon, c'est pas la peine. Si cette clé-là n'existe pas, autant rester chez soi. Et j'ai vraiment déploré ça. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils s'exercent à mieux appréhender ce que la vie leur commande de connaître. Et il y a 2 de ces étudiants, quand je dis là, il y a plus d'une semaine, 2 de ces étudiants que j'ai invités à Fada dans le cadre du musée des civilisations de Goulmou. Je les ai invités pour qu'ils viennent s'imprégner de ce que les chefs coutumiers pouvaient leur donner comme conseil. Ben, ils ne sont pas venus. Les chefs coutumiers étaient là. Ils sont repartis sans avoir pu dispenser le moindre conseil à qui que ce soit. À qui la faute? Ils ne peuvent plus dire qu'ils avaient peur ou qu'il fallait prendre rendez-vous ou ceci ou cela. Bon, mais on a vécu ça, c'est tout. Et j'attends qu'ils viennent, enfin, qu'un de leurs délégués au moins vienne me donner la justification de ce qui s'est passé. Et ça fait déjà 2 semaines passées, je n'ai vu aucun. Donc non seulement vous ne faites pas quelque chose, mais vous ne vous êtes même pas rendu compte que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait là est mauvais, au point de venir demander pardon. Non? Bon. Vous voyez, c'est un exemple. Et puis aujourd'hui, quand on regarde un peu les choses en face, on se demande finalement à quoi servent ce lien parental à la maison quand la télé remplace les parents. Et puis voilà plein de choses qui viennent et qui dérangent un peu et qui perturbent même, on va dire, la substance de l'éducation qui doit émaner des parents. N'est-ce pas aussi qu'au niveau des parents, quelque chose n'est pas fait envers les jeunes, même si les jeunes doivent aussi prendre leurs responsabilités et puis aller. Pour que les parents apprennent à des enfants comment on salue, il faut que au moins une fois les enfants viennent à la cour royale avec leurs parents, au moins une fois, ils vont voir comment leurs parents saluent, ils vont savoir, et après le reste va tout seul. Bon, maintenant, on peut vous retourner la balle, vous, les éducateurs par l'image, vous pouvez filmer des scènes et dans le cadre d'une émission X, vous diffusez ça en disant voilà comment on nous a enseigné. Voilà. C'est bien beau, hein? On aurait aimé tirer encore avec Sa Majesté le roi du Goulmou, mais je ne quitterai pas sans vous poser la question de savoir quels sont vos rapports avec les autres entités coutumières. Je suis en rapport constant et très rapproché avec les autres entités coutumières, à savoir les rois du Yatenga, de Tenkodgo, Bousma et le Moronava. Ces rapports sont dans une charte
commune, le Conseil supérieur des chefs, et nous nous voyons souvent pour échanger. Aucun n'indique quoi que ce soit à l'autre, mais on échange et on se sépare. Chacun fait ce qu'il veut du fruit de ces échanges-là. Voilà. Pour terminer, Sa Majesté, on sait que le pays est empreint de remous politiques et autres. Aujourd'hui, vous êtes un homme référence, vous êtes une personnalité imminente dont les dires vont forcément peser sur le comportement du peuple. Et qu'est-ce que vous conseillez, surtout à ces jeunes, que ce soit du bord X ou Y de la politique, de sorte à permettre au Burkina de toujours rester dans la paix? Bon. Vous êtes un homme averti, vous connaissez bien les rouages de la politique, vous connaissez la tradition. On peut même dire que la parole que vous allez sortir est peut-être l'idéal. Bon. Les jeunes ou les non-jeunes, les moins jeunes, doivent se mettre à l'idée qu'ils ne doivent pas prendre pour argent comptant ce qui se dit dans les bars et les cabarets, tout ça. Il faut qu'ils aillent à une source autorisée pour mieux être documentés sur ce qui se fait. Vous parlez de la situation nationale, elle est gérée ou elle dépend de beaucoup de paramètres qui m'échappent parce que je ne suis pas le coordonnateur de tous ces paramètres. Donc il faut que chacun prenne la substance voulue à l'endroit voulu et ne pas se référer à une seule personne pour, guider son choix. Je n'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit, sauf que chacun doit préserver sa conscience en faisant ce qu'il doit faire et non pas ce que l'autre ne doit pas faire. Voilà, c'est ça ma conclusion. Merci à Sa Majesté, le roi du Gourmou. Nous sommes bien reçus chez lui. Et laissez-moi vous rassurer que quand on arrivait, eh bien, on ne s'est pas du tout gêné, même si à l'intérieur et à travers cet entretien, en tout cas, on a découvert beaucoup de choses. Et nous allons prendre un autre rendez-vous, pas pour forcément dérouler le tapis rouge de point de vue votre émission préférée, mais pour venir surtout nous imprégner de certaines réalités liées donc à la tradition, la gestion de la chose culturelle, la chefferie, et dans notre cité, et comment les choses se passent, et surtout rentrer dans l'histoire pour comprendre d'où nous venons et où nous allons atterrir pieds joints. Donc, ceci étant, Sa Majesté, nous vous disons merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Ça a été sans protocole, hein? Ben oui. Oui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Et puis bon, on se retrouve une autre fois pour l'émission Point de vue. D'accord. Merci à Sa Majesté, le roi du Gourmou. D'accord. Et bon appétit à vous. Merci.